Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de m'avoir invité. On va donc clore ce triptyque sur les embolies en parlant des embolies de cholestérol. Alors, je n'ai pas de conflit d'intérêt. On va commencer par un petit cas clinique. Il s'agit d'un homme d'une soixantaine d'années qui est adressé en réanimation pour la prise en charge de douleurs abdominales et du membre inférieur droit associé à une hyperlactatémie. Ce monsieur a une intoxication tabagique à 30 paquets années, sans autre antécédent médical connu. Il s'est présenté initialement aux urgences. Il était polypnéique, hypertendu, avec une pression artérielle systolique à 200 mm de mercure, apyrétique. Les pouls au niveau du membre inférieur droit douloureux étaient tous palpés. Et ce qui frappait la personne qui l'a examiné initialement, c'était d'emblée la présence de marbrures intenses qui s'étendaient de l'ombilic aux membres inférieurs, qu'on va voir dans un instant. L'électrocardiogramme réalisé aux urgences retrouvait un sus-décalage du segment ST de V2 à V6 et biologiquement, ce patient avait donc une hyperlactatémie à plus de 6 mmol par litre et une élévation de la troponine. Voici l'aspect des membres inférieurs de ce patient. Vous voyez qu'il a effectivement des marbrures qui sont très franches, qui ont un aspect assez typiquement livédoïde avec un maillage assez marqué. Compte tenu des anomalies électrocardiographiques, ce patient va avoir une coronarographie en urgence qui va retrouver une sténose de l'IVA moyenne mais avec un bon flux, raison pour laquelle aucun geste de revascularisation ne sera réalisé. Un scanner abdominopelvien va être réalisé ensuite puisque ce patient avait des douleurs abdominales avec une hyperlactatémie, ce qui faisait suspecter une ischémie mésentérique. Vous voyez ici une coupe non injectée qui montre un volumineux anévrisme de l'aorte abdominale. Et après l'injection de produits de contraste, on visualise une thrombose partielle de cet anévrisme. L'évolution du patient était marquée par la survenue d'un choc cardiogénique, d'une colite ischémique qui a finalement évolué favorablement sous traitement médical, une nécrose qui lui ont valu la perte de plusieurs orteils au niveau de son pied droit et une insuffisance rénale qui a nécessité 3 semaines d'hémodialyse. Le diagnostic de maladie des emboles de cholestérol a finalement été confirmé par la biopsie cutanée. Le patient a reçu un traitement par aspirine et nous avons introduit des statines. Il est resté 1 mois en réanimation et finalement a pu être opéré à distance d'un anévrisme de l'aorte abdominale, celui que je vous ai montré. Alors, quelle est la physiopathologie de cette maladie des emboles de cholestérol ? La condition sine qua non à son développement, c'est l'existence d'au moins une plaque d'athérome sur une artère de gros calibre. Alors, la plaque d'athérome, petit rappel, c'est une lésion qui se développe aux dépens de l'intima de la paroi des artères, l'intima étant la couche qui est du côté luminal du vaisseau. Cette plaque d'athérome est constituée d'un cœur nécrotique que vous voyez ici, qui contient des cellules, essentiellement des macrophages dits spumeux, c'est-à-dire chargés en cholestérol, et puis des quantités importantes de cholestérol libre, sous forme soit soluble, soit pour environ la moitié, cristallisée. Et il y a également une capsule fibreuse qui contient tout ce matériel. Ces plaques d'athérome, elles sont localisées sur les gros vaisseaux, essentiellement la crosse de l'aorte, les carotides et l'aorte abdominale. Vous avez ici un aspect en échocardiographie transœsophagienne d'un athérome modéré de l'aorte thoracique descendante, que vous voyez que la flèche vous indique. Ici, un aspect beaucoup plus impressionnant qui est ulcéro-végétant, à la fois au risque d'embolie de cholestérol, mais bien évidemment d'embolie fibrino-chlorique. Et puis là, vous avez un aspect encore plus menaçant, puisque vous voyez qu'il y a une partie de la plaque d'athérome qui est bourgeonnante et mobile dans la lumière artérielle. Ici, un aspect d'aorte athéromateuse à l'autopsie. Il faut imaginer qu'on a ouvert dans sa longueur l'aorte comme on découperait un tuyau. Et vous voyez ici des calcifications, des crevasses importantes. Et donc tout ça est plein de cristaux de cholestérol qui ne demandent qu'à emboliser dans la circulation systémique. Alors, cette plaque d'athérome va, dans le
la maladie des emboles de cholestérol se rompre soit spontanément, soit à cause de facteurs mécaniques sur lesquels on reviendra. Des débris contenus dans cette plaque d'athérome vont emboliser dans la circulation systémique, occlure les vaisseaux de petit et moyen calibre, où ils vont réaliser une réaction inflammatoire aiguë et également une réaction inflammatoire un petit peu plus subaiguë, dite à corps étranger. Ces obstructions, ces phénomènes d'obstruction vasculaire vont entraîner des lésions viscérales, en particulier au niveau de la peau, du rein, du cerveau et du tube digestif, qui sont les 4 organes principalement affectés. Alors, quels sont les facteurs qui peuvent favoriser la rupture de plaque d'athérome? Ce sont des facteurs mécaniques la plupart du temps. Les principaux facteurs sont chirurgicaux, chirurgie d'un anévrisme de l'aorte abdominale. Vous voyez, l'incidence de la maladie des emboles de cholestérol maximale rapportée est de plus de 70%. Des aortographies, une chirurgie cardiaque, essentiellement les chirurgies de pontage aortocoronarien plus que les chirurgies de remplacement valvulaire. Les cathétérismes cardiaques qui, même s'ils sont associés à une incidence relativement faible, moins de 2%, représentent, compte tenu du volume de coronarographie réalisée, de loin le principal facteur retrouvé dans les cas rapportés de maladie des emboles de cholestérol. Les endartérectomies carotidiennes et, de façon un peu plus discutée, les traitements thrombolytiques et les traitements anticoagulants. Il y a pas mal de cas rapportés, mais on ne connaît pas bien, on n'a pas pu évaluer d'incidence. Enfin, dans de rares cas, cette maladie des emboles de cholestérol peut survenir spontanément sans l'existence de facteurs mécaniques favorisants. Comment ces patients se présentent-ils cliniquement? Il y a déjà un terrain particulier. Tout le monde ne va pas faire une maladie des emboles de cholestérol. La plupart du temps, il s'agira d'hommes de plus de 60 ans qui ont un terrain dit vasculaire, une hypertension artérielle, une cardiopathie ischémique associée dans quasiment la moitié des cas, une insuffisance rénale chronique dans un tiers des cas et un anévrisme aortique dans environ un quart des cas. On l'a vu, il y a également des circonstances particulières, du post-opératoire de chirurgie cardiovasculaire, des procédures endovasculaires et peut-être, on l'a dit, après un traitement anticoagulant ou une thrombolyse. On retrouve dans la littérature une triade clinique qui est dite pathognomonique de cette maladie, qui associe une douleur de la jambe ou du pied, un livédo réticulé et une palpation des poux du côté douloureux qui élimine une occlusion, une artéropathie oblitérante des membres inférieurs. Alors les signes cutanés, c'est de loin les signes qui sont présents de la manière la plus fréquente, dans un tiers à quasiment 90% des cas selon les études. Ces signes cutanés sont quasi constamment associés à une atteinte rénale de la maladie des emboles de cholestérol. La principale lésion, c'est ce fameux livédo réticulé. Il est classiquement bilatéral. Il représente environ la moitié des cas d'atteinte cutanée. Et donc vous voyez cet aspect caractéristique de marbrure intense, organisée, avec un maillage ici qui est caractéristique, avec des mailles assez larges. Un autre aspect ici, assez typique. Alors ce livédo n'est pas spécifique de la maladie des emboles de cholestérol, on le voit également dans le syndrome des anticorps antiphospholipides et dans certaines vascularites. Il y a d'autres atteintes cutanées, des lésions gangréneuses nécrotiques des extrémités qui peuvent s'associer à des phénomènes nodulaires comme ici, une ischémie distale qui entraîne un aspect cyanique, et parfois même purpurique. Tout ce cortège de signes s'intègre dans ce qu'on appelle le syndrome des orteils bleus, qui est également assez typique de la maladie des emboles de cholestérol, mais qu'on peut aussi rencontrer dans d'autres maladies, l'endocardite, les anticorps antiphospholipides, des vascularites, les CIVD et enfin la maladie de Buerger, qui est la maladie des artères de petit calibre.
Mais bien souvent, vous pourrez rencontrer la maladie des emboles de cholestérol chez des patients qui ont une sémiologie cutanée moins spécifique, moins nette, avec, vous voyez, des lésions purpuriques, de la nécrose. Et là, c'est finalement la biopsie cutanée qui permettra, ainsi qu'évidemment le terrain et les circonstances favorisantes, qui permettront d'affirmer le diagnostic. Voilà également une forme clinique moins typique qui se présente essentiellement sous la forme d'une nécrose cutanée étendue avec des lésions échymotiques autour. Alors l'atteinte rénale, on l'a dit, est également fréquemment présente. Elle est secondaire à une embolisation de ces cristaux de cholestérol dans les petites artères du rein. On retrouve cette atteinte dans environ 50% des cas de maladie des emboles de cholestérol. Elle se traduit essentiellement par une insuffisance rénale qui est quasi systématiquement aiguë sur chronique. Les patients auront une protéinurie dans plus d'un cas sur deux et, chose importante, une hypertension artérielle souvent sévère, secondaire à une ischémie rénale associée. Le pronostic de cette atteinte rénale est assez sévère puisque sur une série de plus de 300 patients qui avaient une maladie des emboles de cholestérol avec atteinte rénale prouvée histologiquement, vous voyez qu'à 2 ans, environ 30% des patients nécessitent une hémodialyse chronique. L'atteinte digestive est également classique, un petit peu moins fréquente, dans environ un tiers des cas. C'est essentiellement un tableau d'ischémie digestive qui peut entraîner des manifestations hémorragiques liées à la présence d'ulcération, d'érosion muqueuse, comme vous le voyez sur cette coloscopie avec des lésions érythémateuses et ici une ulcération. Ces lésions peuvent entraîner une perforation digestive et de façon plus rare, on peut également avoir une cholécystite aiguë ou une pancréatite aiguë. Concernant les autres atteintes viscérales, l'atteinte neurologique est relativement fréquente, mais elle est souvent infraclinique. Elle donne typiquement un tableau d'agression cérébrale aiguë qui est assez dur à caractériser cliniquement, mais en tout cas le message c'est qu'il s'agit d'une atteinte secondaire à une pluie d'emboles de cholestérol et qui généralement ne donne pas une atteinte focale, à l'inverse d'un AVC par embolie d'un caillot fibrino-cruorique. Le signe peut-être le plus évocateur, c'est l'amorose fugace, c'est-à-dire une perte du champ visuel qui est souvent résolutive. Et donc, ce signe clinique doit motiver la réalisation d'un fond d'œil qui, dans les cas les plus typiques, mettra en évidence ce qu'on appelle les plaques d'Olenhorst, qui correspondent à la visualisation directe de cristaux de cholestérol dans l'une des branches de l'artère rétinienne. Le contexte de ces signes neurologiques est celui de chirurgie qui intéresse la crosse de l'aorte ou les carotides, puisqu'il faut que ça puisse s'emboliser dans le cerveau. Puis la dernière atteinte viscérale assez classique, c'est la rhabdomyolyse. Alors le diagnostic. On a vu qu'il existait des signes cliniques évocateurs, mais qui sont finalement peu spécifiques. Sur le plan biologique, l'anomalie la plus typique, c'est l'hyperéosinophilie, qui est supérieure à 500 par millimètre cube dans environ 2/3 des cas. On peut également voir une thrombopénie. Et donc on a finalement un faisceau d'arguments qui associe un tableau cutané, on l'a vu, le livet-d'eau, les atteintes des orteils, une insuffisance rénale aiguë et éventuellement une hyperéosinophilie associée. La confirmation du diagnostic, elle est histologique, généralement en biopsiant la peau, parfois le rein. Voilà une biopsie de peau sur laquelle vous voyez ici un vaisseau de petit calibre qui est complètement bouché et au sein de ce vaisseau, vous voyez des espèces de stries blanchâtres qui correspondent à des cristaux de cholestérol. Quelle est la prise en charge de ces patients ? Bien sûr, un traitement supportif qui consistera à prendre en charge les défaillances d'organes secondaires à la maladie des emboles de cholestérol, essentiellement l'insuffisance rénale.
Et puis sinon, l'autre volet du traitement va consister à prévenir la survenue d'un autre épisode d'embolie de cholestérol. On donnera volontiers des antiagrégants plaquettaires, mais dont l'intérêt est plus lié au terrain du patient qu'un bénéfice démontré dans cette maladie des emboles de cholestérol. Il faudra contrôler la pression artérielle parce que les poussées hypertensives aggravent les phénomènes d'embolie de cholestérol. On prendra en charge évidemment les facteurs de risque cardiovasculaire associés et on pèsera le rapport bénéfice-risque des traitements anticoagulants et thrombolytiques et bien évidemment des procédures endovasculaires. Enfin, lorsque la situation le permettra, on envisagera de traiter chirurgicalement la source des embolies de cholestérol. Dans l'exemple de notre patient, il s'agira de la cure chirurgicale de son anévrisme de l'aorte abdominale pour éviter les récidives. Un mot sur la place des statines. Il n'y a pas, compte tenu de la rareté de cette maladie, d'essais randomisés contrôlés, mais plusieurs études observationnelles qui sont bien faites. Et vous voyez par exemple dans celle-ci que en analyse multivariée, que les statines aient été initiées lors de l'épisode aigu ou qu'elles aient été continuées chez des patients qui en recevaient déjà, eh bien, elles étaient associées à une protection quant à la survenue d'un événement composite qui associait le décès du patient ou la perte définitive de sa fonction rénale. L'évolution des patients est assez sombre, puisque vous voyez la mortalité à 1 an est élevée, elle fluctue beaucoup selon les séries, de 25 à 80%, donc il y a une mortalité assez élevée, qui est secondaire à des événements cardiovasculaires dans la majorité des cas. On l'a vu, 30% des patients nécessiteront la mise en hémodialyse chronique dans les années qui suivent une maladie des emboles de cholestérol. Pour conclure, la maladie des emboles de cholestérol survient sur un terrain particulier, l'homme de plus de 60 ans, au décours de circonstances favorisantes, essentiellement toute procédure vasculaire ou endovasculaire. Vous avez vu que les signes cutanés étaient les plus fréquemment présents et pouvaient être très évocateurs dans ces contextes-là de cette maladie, et qu'il était important d'en faire le diagnostic pour prévenir la récidive d'épisodes ultérieurs. Je vous remercie pour votre attention.